Donc on va démarrer, il est 14 heures. Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire de l'Europe des communes. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, l'Europe des communes, c'est le service de la Commission européenne spécifiquement à destination des collectivités territoriales. Donc on vous aide à parler d'Europe, à décrypter un peu les politiques européennes qui vous intéressent en partant de vos compétences. On parle évidemment aussi de financement européen. Donc, on propose un certain nombre d'outils, des newsletters, des articles, des webinaires dont celui-ci fait partie. Donc, si vous ne nous suivez pas encore, n'hésitez pas à le faire. Et aujourd'hui, on va parler de politique du sport, de son articulation avec, donc entre l'Europe et les communes sur ces sujets. Nous avons la chance d'avoir avec nous plusieurs intervenants de très belle qualité. Donc, le programme d'aujourd'hui, slide suivante. Euh, Ça va être une première présentation, une introduction sur l'Europe et le sport par Olivier Smith, qui est chef adjoint de l'unité politique du sport à la direction générale à la Commission européenne pour l'éducation, la jeunesse, le sport et la culture. On continuera avec Titouan Martin Barre de l'agence Erasmus+, France Jeunesse et Sport, qui nous fera là un petit zoom, un petit focus vraiment sur le volet sport du programme Erasmus+, et les possibilités que ce programme offre spécifiquement. Et ensuite, moi-même, pour un petit point sur les fonds structurels, et notamment les possibilités là aussi pour de l'investissement plus en dur et en infrastructure. Voilà, on fera un peu quelques conclusions et si on a du temps, on prendra quelques questions. Sinon, typiquement, c'est des questions qu'on ramasse un peu au fur et à mesure, donc n'hésitez pas dans le chat. Et puis on essaie d'y répondre aussi par la suite si on n'a pas eu le temps. On essaie de garder ça assez condensé, hein, autour d'une heure pour que chacun puisse ensuite vaquer à ses occupations. Euh, Olivier, la parole est à toi. Merci Pierre et bonjour à tout le monde. J'espère que vous m'entendez, mais faites signe si cela fonctionne pas. Donc merci vraiment à toute l'équipe de la représentation à Marseille pour avoir organisé ce webinaire. Je me réjouis que le sport en fait a été choisi comme un des sujets ou un des premiers sujets abordés pour cette série de webinaires et aussi de voir tellement de participants inscrits et aussi présents de toute la région pour discuter de ce sujet. Et je pense que c'est assez révélateur du rôle de sport dans la société européenne, dans la culture européenne, mais surtout dans la vie de tous les jours au niveau local, dans les communes en France, mais aussi partout en Europe. Donc le sport, c'est un sujet que nous abordons au niveau européen, mais qui se décline vraiment en actions concrètes au niveau local. Et les communes sont vraiment au cœur des pratiques sportives en termes d'encadrement, d'équipement, de soutien aux clubs ou aux associations sportives. Et vous êtes dans un sens les premiers investisseurs du sport. Et au quotidien, vous êtes les interlocuteurs du monde sportif. Donc voilà, je suis très content d'être là. Je m'appelle Olivier, je suis effectivement le chef unité d'adjoint en charge du sport à la commission ici à Bruxelles. Et notre rôle en tant qu'unité sport, et on est une petite équipe d'une douzaine avec des collègues aussi à l'agence qui s'occupe des fonds Erasmus. Notre rôle est vraiment d'essayer de faire le lien entre toutes ces politiques européennes qui touchent le sport. Et il y en a beaucoup, et on en reviendra peut-être, mais on peut parler bien sûr d'économie, du social, de l'éducation, de l'inclusion, des transitions écologiques et numériques, mais bien sûr les choses même plus évidentes que la santé, le bien-être et les valeurs du sport et bien sûr le développement durable au niveau régional. Et donc moi je suis passionné de sport, donc je suis très content d'être là, mais aussi parce que le sport est vraiment un vrai créateur de ciment social. Et donc voilà, notre travail est un peu de faire progresser la politique sportive au niveau européen et au niveau local. Et on est aussi interlocuteur du monde sportif au niveau professionnel, mais aussi au niveau amateur et sport de masse. C'est une compétence souple au niveau européen, c'est-à-dire qu'on ne fait pas du législatif tous les jours, mais c'est du vrai concret. Et moi, ce que je propose, si on passe à la prochaine slide, je propose vraiment aujourd'hui de parler des éléments concrets, opérationnels, qui pourraient vous intéresser en tant que commune et sur lesquels vous pouvez vous impliquer. Donc, on a certaines initiatives et comme vous voyez ici, notre travail est organisé de manière très structurée. Donc, ce n'est pas Bruxelles qui décide tout seul les priorités pour le sport. On fait ça de manière
très ouverte avec les États membres, avec la famille sportive, on va dire le mouvement sportif, via un programme de travail qui définit des priorités pour 3 ans, plus ou moins. Et là, on arrive à la fin de ce cycle et on s'est focalisé sur plusieurs sujets. Il y en a quelques-uns inscrits ici. L'intégrité, c'est bien sûr au niveau professionnel, on parle de dopage, de trucage de match, de violence, mais aussi dans le sport amateur, au niveau local. La question de gouvernance et bien sûr les valeurs du sport. Et d'autres sujets qui sont aussi pertinents, je pense que la transition écologique, le rôle du sport est un rôle double, on va dire, en tant que donneur de solutions, mais aussi c'est un secteur qui a un certain impact aussi et on cherche des solutions là-dessus. Et l'aspect économique, bien sûr, et social est évidemment très important suite à la pandémie et suite aux conséquences de la guerre en Ukraine. Et bien sûr, il y a d'autres éléments. Là, si on passe à la prochaine slide, on verra que nous avons plein d'autres priorités. Mais voilà un peu les sujets sur lesquels nous travaillons. Et si on peut même déjà passer à la prochaine, je voudrais un peu présenter les activités que nous faisons. Donc, on décline ces priorités via certaines activités. Le premier, si on peut retourner juste une slide. On a trois volets de travail, d'activité. Donc, le premier, c'est le financement, c'est les fonds. Et là, Erasmus+, on en parlera plus tard avec Titouan. Donc, je vais pas trop en parler ici. L'initiative au niveau européen, là, je vais vous en parler, bien sûr, maintenant, parce que je pense que là, le niveau local est vraiment impliqué. Donc, on a certaines initiatives, la Semaine européenne du sport, j'en parlerai, le Healthy Lifestyle for All aussi. Mais je voulais aussi, à ce stade, attirer votre attention à certains prix que nous avons. Donc ça, c'est des prix qui visent à récompenser et à donner de la visibilité aux projets locaux et aux initiatives locales qui promouvoient le sport et l'activité physique à travers l'Europe. Donc les Be Active, c'est des prix qui sont remis tous les ans en novembre. Il y a 4 catégories intergénérationnelles. Le deuxième, c'est le milieu professionnel. Donc, c'est les initiatives qui visent à motiver les employés sur le lieu de travail. Et en 2022, d'ailleurs, le projet qui a remporté ce prix, c'était un projet Je bouge plus au travail. Donc, c'était Azure Sport Santé, donc pas très loin de chez vous. Je ne sais pas s'ils sont présents ici aujourd'hui, mais c'était une démarche très intéressante d'accompagnement visant à favoriser la pratique de sport et d'activité physique au travail. La troisième catégorie, ça peut vous intéresser aussi, c'est héros local. Et donc là, c'est les projets qui récompensent les projets individuels ou les personnes inspirantes qui arrivent à motiver les autres. Il y a eu des vainqueurs français en 2020. Il y avait Christine Janin, que vous connaissez peut-être, qui a un projet à chacun son Everest, qui accompagne des enfants et d'autres personnes qui sont atteints de cancer et d'autres maladies pour affronter la phase post-cancer, après-cancer, et qui puissent retrouver leur confiance via le sport. Donc, c'était un projet super intéressant et Christine Janin a remporté ça il y a quelques années. Il y a une 4e catégorie éducation, et là, qui se focalise sur les projets vraiment dans le contexte scolaire. Et les autres prix, donc c'est les Be Inclusive. Ça, c'est les remises des prix est en mai, donc c'est chaque année. Et là, il y a 3 catégories, l'égalité des sexes dans le sport, le sport pour la paix. Et là, c'est vraiment des projets visant à intégrer des réfugiés, notamment d'Ukraine. Et la 3e catégorie, c'est briser les barrières dans le sport. Donc, c'est les projets qui favorisent l'inclusion. Et je dis ça parce qu'en fait, on cherche toujours des projets qui sont vraiment au niveau local. Et on pense que les communes sont vraiment un excellent relais pour ces prix. Donc, si vous êtes au courant de quelques projets, soit que vous avez organisé vous-même ou que vous connaissez dans votre région, ce n'est pas obligé d'être des projets Erasmus, mais ça peut être n'importe quel projet. Ça peut vous intéresser. On pourra envoyer par la suite les liens vers toutes les informations. Il y a de la visibilité, il y a des petites enveloppes financières pour les finalistes et pour les vainqueurs. Donc, ça peut aussi vous intéresser. Si je reviens à nos activités, la troisième... on va dire le 3e paquet, c'est un peu le evidence-based, donc c'est un peu les preuves et la justification pour notre travail, en fait. Et là, on a lancé des enquêtes, par exemple, sur l'Eurobaromètre, sur les pratiques sportives des Européens. Et là, on voit des chiffres que vous connaissez sans doute très bien, qui sont choquants, on va dire. Presque 45% des Européens ne pratiquent aucune activité physique ou sportive
par semaine. On a vu que pendant la pandémie, il y en a beaucoup qui ont repris le sport, mais il y a la moitié qui ont complètement arrêté ou vraiment diminué leur activité physique et qui n'ont jamais vraiment repris. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé aussi les obstacles. Et là, on a vu aussi des obstacles bien connus, le manque de temps, le manque de motivation ou un manque d'intérêt dans le sport. Et si on passe à la prochaine slide, on verra un peu notre réponse européenne via certaines initiatives. La première, c'est la Semaine européenne du sport que vous connaissez peut-être. Et là, c'est vraiment un appel à l'action pour lutter contre ce phénomène d'inactivité et d'encourager vraiment tous les Européens à adopter un mode de vie plus actif, plus sain. Et voilà, cela se fait tous les ans entre le 23 septembre et le 30 septembre. L'année dernière, on avait près de 30 000 événements en Europe, dans 40 pays. Donc, on avait tous les pays de l'Union européenne, plus les Balkans occidentaux et d'autres. Et on a eu 13 millions de participants pendant la semaine. Donc, c'était vraiment des... Après la pandémie, c'était vraiment la relance de cette semaine européenne du sport, donc on était vraiment contents. Et là, on vous encourage vraiment tous à vous impliquer l'année prochaine. Petit événement, grand événement ou autre, cela peut se faire aussi en ligne avec des campagnes de sensibilisation. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde et c'est vraiment quelque chose pour le niveau local. En France, c'est le comité olympique qui coordonne les activités sur le territoire et ça se déroule plus ou moins en même temps que leur campagne Santé-vous sport ou même la journée nationale du sport scolaire. Donc c'est plus ou moins en même temps et ces activités doivent se voir un peu en parallèle. Et si on continue à la prochaine slide, je veux vous présenter très rapidement une deuxième initiative sur laquelle vous pouvez aussi être impliqué, c'est la Healthy Lifestyle for All. Désolé pour le nom un peu moche, on va dire, qui a été lancé il y a 2-3 ans par notre commissaire en charge du sport, Maria Gabriel. Et là, c'est vraiment pour associer le sport et les modes de vie actifs à la santé, à l'alimentation et à d'autres politiques. Et c'est vraiment une initiative ouverte à tout le monde, au mouvement sportif, au pouvoir public, société civile, vraiment tout le monde, qui peuvent y participer via des engagements qui est publié en ligne. Et là, si on passe à la prochaine slide, on verra les engagements déjà pris. On en a presque 100. Si je me trompe, on n'en a pas de la région du Sud, mais on en a par exemple on a le comité le Paris 24, on a Lille Métropole, qui a, je pense, un projet avec la Fédération française de handball pour déployer des terrains de handball en plein air avant les Jeux Olympiques et espérons aussi après. Et donc là aussi, si vous êtes intéressé, on peut aussi vous envoyer les liens. Je pense que c'est une initiative très intéressante et là, on est en train de réfléchir un peu à l'avenir et ce qu'on pourra faire. Donc normalement, cette campagne doit se terminer à la fin de cette année ou dans un an. Mais on voudrait peut-être continuer sur notre lancée. Donc voilà, on peut vous tenir au courant. On peut aussi vous envoyer tous les liens pour voir un peu quels engagements ont déjà été pris, quel genre d'engagement. Et après, à vous de voir si ça vous intéresse. Ça vous intéresse aussi. Et si je demande peut-être de passer à la prochaine slide, je voulais juste très rapidement vous présenter notre travail qui est un peu plus sur le fond et nos groupes d'experts. Donc on en a 3. Un qui vient juste de présenter son rapport, donc c'était l'égalité femmes-hommes. Là, je reviendrai là-dessus très rapidement. Le deuxième, là aussi, les 2 autres là, qui sont en cours, c'est vraiment aussi pour vous encourager à participer. Donc le premier, c'est sur le sport vert. Et là, c'est vraiment essayer de travailler ensemble avec les États membres, avec le secteur, avec les régions, pour répondre aux questions qu'on essaie tous de répondre. Donc, comment rendre le sport plus efficace en consommation d'énergie, comment adapter les pratiques sportives au changement climatique et les installations sportives, renforcer l'éco-responsabilité des acteurs du sport. Et ce qu'on fait, on organise des réunions très régulières pour présenter des projets, pour présenter des bonnes pratiques vraiment de partout, donc de toute l'Europe, de tous les secteurs. Et sur cette base, ce groupe présentera des recommandations d'ici la fin de l'année qui seront des recommandations pour la Commission, pour les États membres, pour le niveau régional, pour le secteur sportif lui-même et aussi de voir comment on peut travailler ensemble
pour trouver des solutions. Même principe pour le groupe Covid, qui a eu son mandat un petit peu élargi, on va dire, parce que les crises, ça a été lancé pendant la pandémie, mais juste après la pandémie, on a eu la crise énergétique, d'inflation, etc. Donc, c'est un groupe qui essaye de regarder comment relancer le monde du sport après toutes ces crises. Donc là aussi, si vous êtes intéressé, on peut vous donner plus d'infos là-dessus. Je ne vais pas trop en parler maintenant, mais on pourra en discuter soit bilatéralement ou à une autre occasion, ou sinon par mail, on pourra envoyer des infos. Et là, si on continue, je ne vais pas trop en parler parce que j'ai déjà beaucoup parlé. C'était pour montrer l'exemple du résultat de ces groupes. Donc, on a fait un rapport sur l'égalité entre femmes et hommes dans le monde du sport. Et ce groupe a fait certaines recommandations. On peut même passer au prochain slide. Sur comment comment aller vers une plus grande égalité des genres dans le sport, dans ces thèmes. Et c'est vraiment, je vous encourage tous à lire un peu ce rapport parce qu'on parle beaucoup du niveau local ici aussi. C'est pas que le niveau professionnel ou le niveau institutionnel, c'est aussi le niveau local, donc dans les associations sportives locales, dans les clubs locaux. Donc, je vous encourage vraiment à regarder ça. Si je passe, et là, je ne vais pas trop en parler parce que je sais que Titouan va en parler, donc c'est l'autre côté de notre travail, donc c'est le financement, les fonds européens. Et là, bien sûr, on parle d'Erasmus plus sport, le volet sport dans Erasmus plus. Et c'est vrai que quand on pense, je pense que vous connaissez tous bien le programme, mais quand on pense à ce programme, on pense souvent au volet éducation et la mobilité des étudiants en Europe. Je pense qu'il y a maintenant plus de 10 millions d'étudiants qui ont pu bénéficier d'un stage ou d'un échange pendant leurs études. Et le sport est apparu dans ce programme assez tard, donc en 2014, ça fait même pas 10 ans. Et comme on verra dans le slide d'après, c'est un budget qui est quand même relativement petit comparé à la grande enveloppe Erasmus, mais qui est en croissance. Donc pour 2023, on a presque 60 millions d'euros pour financer des projets sport. Et là, Titouan pourra présenter un peu les priorités et les modalités. Mais je peux déjà vous dire on vient juste de clôturer les candidatures et on a eu un record, donc on a eu 1500 candidatures, en sachant qu'il y aura presque 350 projets qui seront financés. Donc, c'est un programme qui a eu beaucoup de succès et voilà, on vous encourage tous à participer aux appels d'offres, aux appels aux candidatures qui suivront sur les différents éléments. Et pour finir, je voulais vous parler des autres, et là Pierre aussi, tu reviendras là-dessus plus tard, les autres possibilités de financement via les fonds européens, donc pas Erasmus. Et là, je voulais arrêter sur notre initiative Share. Donc c'est une plateforme de 125 organisations, et là c'est vraiment aussi encore ouvert, donc c'est le mouvement sportif, c'est les ministères du sport, c'est les villes, les régions, les facs, les PME, les entreprises qui travaillent ensemble. Donc c'est une plateforme qu'on a organisée qui travaille ensemble pour contribuer pour mettre en avant le rôle du sport dans le développement régional. Et on sait qu'il y a un impact très important sur le développement régional. Donc on parle d'innovation, de recherche, de cohésion sociale, de régénération territoriale, protection de l'environnement, la mobilité, l'infrastructure. Donc on sait que le sport et l'activité physique ont un rôle clé dans le développement régional, mais c'est aussi vrai que ces impacts ne sont pas forcément suffisamment connus et reconnus, et donc du coup ils sont sous-financés souvent. Et malgré toutes ces preuves, et vous le connaissez très bien, l'investissement dans le sport n'est pas mentionné forcément comme objectif thématique dans les règlements de politique de cohésion de l'Union européenne. Donc, ce qu'on a lancé, en fait, c'est une plateforme de sensibilisation pour ramener toutes les parties prenantes ensemble, pour rester informés des derniers développements politiques au niveau de l'Union européenne, mais aussi bénéficier des échanges de pratiques, de connaissances avec d'autres régions. Et pour renforcer au niveau européen la prise de conscience de la contribution du sport au développement local et régional.
et finalement pour promouvoir le sport dans les différents programmes de financement de l'Union européenne. Donc il y a plein d'activités que cette initiative chère fait, donc des études, des données, des statistiques pour renforcer ce message, des activités de renforcement de capacité pour aider tous les acteurs vraiment à acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour accéder à ces fonds européens et bien sûr mener des actions de sensibilisation et d'événements pour bien diffuser le message. Et je vous encourage aussi, et là aussi on pourra vous envoyer, et on peut sauter quelques slides là je pense, les liens vers le site, et il y a vraiment une base de données très intéressante. Il y a plein de rapports qui ont été faits donc, sur la contribution du sport au développement régional par le biais de la politique de cohésion et d'autres travaux qui a été fait. Et là, je vous encourage vraiment à voir un peu si ça vous intéresse et de voir comment vous pouvez vous impliquer. C'est vraiment une plateforme ouverte. Et ce que je voudrais faire maintenant, c'est en fait passer la parole à mon collègue Arthur, qui est vraiment une des personnes clés dans cette initiative chère, qui pourra vous en parler très très rapidement et aussi notamment vous parler d'une possibilité d'organiser un de ces événements qui renforce la capacité. Donc Arthur, je ne sais pas si tu es là parce que je ne vois pas. Ah si, je te vois là. Ok. Arthur, s'il te plaît. Merci beaucoup, Olivier. Je vais aller assez vite là-dessus, mais je me présente rapidement. Je suis Arthur Legal, directeur KEA, qui est un cabinet de conseil spécialisé dans le sport, et on accompagne l'initiative SHARE pour le compte de la Commission européenne. Et donc, l'initiative dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le programme de renforcement des capacités. C'est un programme qu'on offre, qu'on propose à tout opérateur, soit du mouvement sportif, soit des collectivités territoriales. Et l'idée, c'est vraiment de mettre en avant la contribution du sport pour le développement local et régional, d'instaurer un dialogue aussi avec les autorités de gestion des fonds FEDER, FSE, et donc de renforcer en fait les connexions entre le monde du sport et les autorités qui peuvent potentiellement financer des projets, que ce soit des projets d'infrastructure, des projets plutôt à vocation sociale sur le sport, etc. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on organise des sessions thématiques, souvent avec un volet qui explique que le fonctionnement des fonds FEDER, FSE, des fonds disons, de développement régionaux. C'est d'ailleurs ce qui va être fait aussi aujourd'hui, un peu plus tard. Puis, on organise des ateliers beaucoup plus participatifs qui visent à mettre en réseau le mouvement sportif, comprendre bien comment fonctionnent les différents types d'appels à projets, comment connecter les projets sportifs aux prérequis des appels à projets. Et donc, l'idée, c'est vraiment de créer ce dialogue et de donner des clés de compréhension très pratiques aux opérateurs sur le terrain, de développer les bons partenariats pour faire en sorte que les projets aient des chances de passer et de faire en sorte de maximiser finalement la contribution du sport au développement local et régional. Alors, si vous souhaitez organiser un atelier, nous, on a déjà commencé à travailler sur comment dire, un agenda, sur des propositions de comment mettre ça en place en France. Donc, si vous le souhaitez, soit en tant que collectivité territoriale, en tant que région, ou en tant qu'opérateur important du mouvement sportif qui souhaite un peu prendre un leadership sur ces sujets, n'hésitez pas à me contacter puisqu'on a déjà commencé à travailler sur un agenda pour une autre organisation en France. Ça n'a pas pu se passer finalement. Donc, si vous le souhaitez, on peut parfaitement faire un atelier, soit en ligne, soit en physique. Nous, on prend en charge tout le contenu, le développement de l'agenda. Et après, on a juste à travailler sur la logistique avec vous. Voilà. Je veux pas prendre trop de temps parce qu'il y a pas mal de choses à discuter aujourd'hui et il y a des super intervenants qui vous attendent. Donc, je vais arrêter là, mais si jamais vous avez de la moindre question, je reste ici aussi pour la session de questions à la fin. Alors, cabinet de consultant, non, le service n'est pas payant parce que justement, nous, on travaille pour la Commission européenne sur la coordination de l'initiative Share. Donc, il n'y a pas de frais payants ou quoi que ce soit. La seule chose qui peut être payante, c'est la logistique sur place parce que ça, c'est quelque chose qu'on peut pas prendre en charge dans le cadre de notre contrat. Donc, par exemple, s'il y a une location de salle, ça, c'est pas des choses qu'on peut prendre en compte, mais tout ce qui est frais de déplacement, frais de personnel, de notre côté, ça, il n'y a pas de souci, c'est pris en charge par notre contrat actuel.
Voilà, c'est tout pour moi de mon côté. Je vous souhaite un excellent webinaire et puis je reste là pour toute question que vous pouvez avoir. Merci Merci. beaucoup, Olivier et Arthur. Je laisse tout de suite la parole à Titouan pour rentrer un peu dans le vif du programme Erasmus et le détail un petit peu des différentes opportunités que vous pouvez saisir. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous et merci Olivier d'avoir présenté vraiment le cadre, ce qui va me permettre de rentrer rapidement dans le programme Erasmus Plus Sport. Merci également aux organisateurs pour nous laisser l'opportunité de présenter tout ça. Et surtout, merci à vous en fait d'avoir il y a un vrai engouement autour du sport. On met pas mal de questions sur le programme, les dates limites. Donc, dans le cadre de cette présentation, je vais vous présenter un petit peu l'architecture du programme, les différents formats des appels à projets, les dates limites et quelques exemples de projets pour voir de manière très concrète un petit peu ce que vous pouvez faire. Donc pour information, moi je travaille pour l'agence éducation, formation, jeunesse et sport, donc qui apparaît sur la droite sur la diapositive et qui gère les volets jeunesse et les volets sport. Donc le volet sport, petite particularité, il manque la petite icône, c'est pas grave. Le volet sport est un petit peu particulier, c'est-à-dire qu'il y a une double gestion. Il y a une gestion d'une part centralisée par la Commission européenne et ensuite de notre part décentralisée à l'échelle de la France. Donc c'est-à-dire que par exemple, si vous voulez faire des dossiers, vous aurez un interlocuteur français et une gestion française sur un des volets du programme Erasmus+. Et ensuite, ce qu'Olivier a pu vous préciser, c'est qu'il y a aussi une agence à Bordeaux qui va aussi gérer le volet éducation et formation, le volet Erasmus+, qui est en général le plus connu, qui gère un petit peu le côté éducation formelle, envoi des étudiants, mais aussi formation des enseignants par des job shadowing à l'étranger, des choses comme ça. Moi, je vais vraiment me concentrer sur le volet sport, et ensuite, si vous avez des questions, je pourrais y revenir sans problème. Donc voilà l'architecture un petit peu du programme. Il faut le voir un petit peu comme une gestion en fait par tiroir, c'est-à-dire qu'en fait chaque projet peut rentrer dans un tiroir et il y a des financements qui sont alloués à ces différents tiroirs. Et dans le programme sport, il y a encore des divisions et je vais en parler juste après. Je veux bien que vous alliez à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, dans le programme sport, en fonction des différents besoins de vos organisations, on va rentrer très concrètement dans le programme. Donc, si vous avez un besoin qui va être plutôt sur l'acquisition de compétences, qui va être pour vraiment votre organisation, faire en sorte que, par exemple, vos éducateurs sportifs, enfin vos éducateurs locaux, vos professeurs de sport de la ville, gagnent en compétences pour être mieux en capacité, par exemple, d'inclure les personnes en situation de handicap dans les activités physiques qu'ils proposent. On a un volet qui s'appelle l'action clé 1 dans le jargon, c'est plutôt donc mobilité. Et ensuite, on a un deuxième volet, c'est le volet partenariat. Donc, c'est plutôt sur en fait du partage d'expérience, du partage de compétences et la volonté en fait de créer quelque chose qui va être vraiment réutilisable et transférable à d'autres secteurs, à d'autres organisations. Donc, le fonctionnement, c'est vraiment un rassemblement, donc votre organisation qui va aller voir des organisations homologues et qui va dire, OK, je reprends cet exemple de l'inclusion, on veut travailler sur l'inclusion, qu'est-ce qui est fait chez vous, quelles sont les bonnes pratiques, quels sont les freins, comment est-ce qu'on va travailler ensemble pour proposer peut-être une formation, un livret, des outils qui vont ensuite servir au plus grand nombre et avec un enjeu après, du coup, de dissémination. Donc ça, c'est sur le volet vraiment partenariat. Et sur le volet mobilité, étant donné qu'on parle plutôt de bénéfices pour votre structure, le format en fait qui est privilégié là-dessus, c'est plutôt du job shadowing, des visites d'études. Vous allez un petit peu observer ce qui va se passer dans des organisations qui vont être similaires aux vôtres, ou pas forcément d'ailleurs, mais qui travaillent sur une thématique sur laquelle vous souhaitez vraiment travailler. Voilà un petit peu les deux formats. Donc d'un côté, action clé 1, mobilité, de l'autre côté, partenariat. Avant de rentrer dans le vif du sujet sur vraiment les détails sur ces formats-là, je vais vous parler un petit peu des priorités du programme Erasmus+ Sport. Donc Olivier a parlé un petit peu de comment ils étaient créés. Très concrètement, le programme Erasmus+ Sport, son objectif général, ça va être de développer la dimension européenne du sport et en faisant en sorte de générer par le partage d'expériences, par l'observation et par l'échange des expériences sur diverses problématiques. Donc les problématiques, ce sera plutôt les priorités qui apparaissent à droite de l'écran. Donc encourager la pratique ainsi que la promotion du sport et de l'activité physique, promouvoir l'intégrité et les valeurs du sport. Donc on part du principe que le sport n'est pas en fait une finalité en soi, en fait c'est un outil, un vecteur qui peut permettre d'apporter des choses. Il peut permettre de promouvoir l'éducation, donc dans et à travers le sport, et l'égalité et les valeurs européennes du sport. Donc voilà un petit peu les grandes thématiques dans lesquelles devront s'inscrire vos projets pour qu'ils soient éligibles et pour qu'ils rentrent un petit peu dans les clous du programme Erasmus+. On va re-rentrer donc dans les deux volets, donc les deux actions.
Donc, le premier, c'est l'action clé 1 mobilité, ça s'appelle la mobilité des personnels sportifs. Donc, c'est une nouveauté qui est arrivée en 2023. Le premier appel à projet s'est clôturé le 23 février et c'est une action donc décentralisée. Elle est gérée par l'agence Erasmus+ Jeunesse et Sport à l'échelle de la France. Donc, c'est nous, en fait, de l'autre côté, dans l'agence de Paris, qui allons recevoir les dossiers, les évaluer, les inscrire, faire les financements. Et ensuite, il y a l'action clé 2, donc partenariat, avec différents formats de projets qui peuvent rentrer. Donc, les partenariats de coopération, qui sont un peu des gros partenariats, on en parlera un petit peu après. Partenariats simplifiés, qui sont à privilégier de votre côté si vous avez peu d'expérience dans le programme Erasmus+, qui sont plus abordables et plus d'un point de vue en fait logistique à mettre en place et à écrire comme projet un peu plus simple. Le format manifestation sportive, qui est un format qui est en général assez attirant pour les collectivités, mais qui n'est pas forcément toujours le format à privilégier de votre côté. C'est quelque chose qui est assez compliqué. Il y a très peu de projets qui sont lauréats de ce côté-là. Et ensuite, le format renforcement des capacités, dans lequel on va un petit peu moins parler aujourd'hui. Donc ça, c'est action clé 2 partenariat. On est sur une gestion par la Commission européenne. Donc le petit logo en bas à gauche, c'est la Commission européenne qui gère ça, avec le soutien du PNI. Le PNI, je ne l'ai pas précisé avant, c'est le Point national d'information. Donc, en fait, c'est nous, à l'agence de Paris, qui faisons en sorte de vous informer sur les différents programmes, sur les appels à projets. En fonction de vos projets, on pourra vous dire, bon, c'est pas forcément une manifestation, c'est peut-être plutôt un partenariat de coopération, ou si vous avez juste envie de faire des mobilités avec vos éducateurs sportifs, on va plutôt être sur du mobilité personnel sportif. C'est là où vous avez le plus de chances d'être financé. Et ensuite, derrière, vous accompagner sur l'action clé de partenariat, vous accompagner très concrètement en fait dans l'écriture de votre projet et le portage de votre projet. Donc, voilà un petit peu le cadre général, les deux actions appliquées au volet sport. Je vous invite à slider et on va passer directement sur le volet action clé 1 mobilité. J'en ai parlé un petit peu de manière globale, mais donc dans le sport de manière beaucoup plus spécifique. L'objectif, ça va être d'améliorer vraiment les compétences de vos professionnels du sport, qui soient d'ailleurs pas forcément professionnels, excusez-moi, erreur de langage, de vos acteurs du sport. Ça peut être des bénévoles, ça peut être vos éducateurs, ça peut être même des arbitres, des choses comme ça. C'est tous les acteurs du sport pour faire en sorte que ça bénéficie derrière au sport de masse. Je prends un exemple, vous avez le club de basket de votre territoire qui a envie de travailler sur l'inclusion des femmes, par exemple, ou l'inclusion des jeunes filles dans le sport, avec un constat, c'est qu'on n'arrive pas à les garder à l'âge de 16 ans, 17 ans, et c'est des vrais stats d'ailleurs, à l'âge de 16 ans, 17 ans, en fait, on se rend compte qu'il y a un décrochage à ce moment-là. On remarque que dans tel club ailleurs en Europe, ils sont meilleurs là-dessus, on a envie de comprendre comment ça se fait qu'ils soient meilleurs, quelles pratiques ils mettent en place, et échanger avec les éducateurs sportifs de là-bas pour voir comment ils font, eux, pour réussir à mieux capter ce public-là. Donc là, je prends l'exemple des jeunes filles, ça peut être sur de l'inclusion, mais ça peut être aussi sur le rôle de l'arbitre ou le rôle du capitaine, par exemple. Le rôle de capitaine dans une équipe, c'est quelque chose en fait que nous, on a en France qui est assez commun. Pour autant, c'est des rôles qui ne sont pas du tout gérés de la même manière dans différents pays. Parfois, en fait, le capitaine, il a vraiment un rôle de fidélisation de l'équipe pour faire en sorte d'emmener l'équipe le plus loin possible. Et quand je dis le plus loin, ce n'est pas en termes de haute performance, mais ça va être le plus longtemps ensemble pour faire en sorte qu'ils pratiquent au-delà en fait, des moments où ils arrêtent de pratiquer, en général vers 16-17 ans, voire à l'entrée de la fac. Le public cible, donc ça va être toutes les organisations qui vont être, qu'elles soient publiques ou privées, et ça va être toutes les personnes qui ont en fait un rôle dans l'association, pas en tant que bénéficiaire ou pas en tant que licencié, mais comme je l'ai dit, donc les éducateurs, les professionnels, les bénévoles, les élus, les dirigeants, toutes ces personnes-là, en fait, elles peuvent être éligibles au format mobilité des personnels sportifs, et on exclut les athlètes s'ils n'ont pas un rôle à côté. C'est-à-dire qu'en fait, étant donné que cette action, elle a vraiment pour rôle et pour objectif de bénéficier et de développer le sport de masse, la question un peu haut niveau, entraînement, on va le laisser de côté et ce sera pas cette action qui pourra les financer. Et ensuite, l'endroit dans lequel on va pouvoir envoyer des gens, donc si on parle de mobilité sortante, on en reviendra un petit peu après, ça va être partout dans les pays de l'Union européenne. Attention, on n'oublie pas le Brexit, donc ils ne font plus partie du programme Erasmus+. Et on pourra en fait envoyer nos nos personnels sportifs, dans un pays de l'Union européenne avec 2 formats de mobilité. Donc je vous invite à slider. Donc là, en fait, on va être sur, d'une part, soit des mobilités courtes. Donc mobilité courte, on entend de 2 à 14 jours, avec en général des périodes d'observation dans les clubs ou dans les communes qui sont partenaires.
Donc, on est sur de la mobilité sortante et avec des mobilités longues, donc 15 à 60 jours. Bon, là, on peut aller plus loin, on peut aller sur de l'encadrement et de la formation en fait avec les pairs directement, donc aller plus loin que juste l'observation, donc sur des formats de mobilité longue. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qui est financé, ce qui n'est pas financé, ce n'est pas forcément l'objectif de ce webinaire, mais on se tiendra disponible si c'est quelque chose qui vous intéresse. Sur les durées des projets, on est sur des projets qui durent de 3 à 18 mois et petite précision, on est uniquement sur de l'envoi. C'est-à-dire que si vous avez envie qu'il y ait une réciprocité, que vous receviez également des éducateurs pour qu'ils apprennent et ils voient un petit peu comment ça se passe chez vous, il faudra qu'eux déposent un projet auprès de leur agence nationale. Nous, en fait, l'agence nationale française ne gère que l'envoi à l'extérieur. Sur les projets, on est sur du maximum 10 mobilités par projet. Et il faut bien garder en tête que, on parlait d'organisation privée, on est toujours sur des projets à but non lucratif. Donc ça, c'est une belle porte d'entrée, ce volet-là de l'action Erasmus+. On est sur une très belle porte d'entrée pour vous, en fait, en tant que commune ou vos acteurs locaux, vos clubs. Ça peut être en fait vous qui fassiez l'information auprès de vos clubs pour qu'ils aillent se développer sur telle et telle thématique que eux, ils jugent importante ou vous jugez importante. Donc on est sur une belle porte d'entrée sur le programme Erasmus+, aussi parce qu'on est sur une gestion française avec des process qui sont automatiquement plus rapides. Donc là, quand on regarde les dates des appels à projets, donc le premier s'est clôturé le 23 février pour des projets qui vont commencer à l'été 2023. Et le deuxième appel à projet, donc c'est un bisannuel, ce sera le 4 octobre pour des mobilités qui vont commencer au premier trimestre 2024. C'est des dossiers qui peuvent être rédigés en français, donc auprès directement de l'agence Erasmus+ Jeunesse et Sport France, et sur la même plateforme un peu que tout le monde qui est affiché en lien, avec un contact qui peut vous répondre, donc erasmus+-sportfrance@servicecivique.gouv.fr. Et là, vous vous demandez peut-être pourquoi il y a service civique, c'est parce que l'agence Erasmus+ Jeunesse et Sport fait partie du même GIP, donc groupement d'intérêt public, que le service civique, donc on travaille dans les mêmes locaux ici. Donc voilà un peu pourquoi si vous vous interrogez sur le côté service civique. Voilà un petit peu côté mobilité. Et on va passer maintenant au côté partenariat. Donc c'est un autre côté. Donc là, pour le côté mobilité, je n'ai pas précisé, mais étant donné qu'on n'avait pas encore financé de projet, c'est pour ça que je vous ai donné un petit peu des exemples de choses qui pouvaient être finançables, mais on n'a pas encore de projet vraiment à vous présenter de ce côté-là. Par contre, côté partenariat, c'est un programme qui a un peu plus d'âge, un peu plus de vécu, donc on aura des projets à vous présenter. Donc, les 3 formats les plus courants, ce sera du coup partenariat simplifié, qui est, selon nous, votre deuxième meilleure porte d'entrée sur le programme Erasmus+, qui s'adresse vraiment en fait, des structures qui n'ont pas ou peu d'expérience dans le programme. Pour créer un projet de partenariat, donc ça va être une question d'échange de bonnes pratiques. Vous allez voir une organisation qui va être similaire à la vôtre, ou pas forcément, mais qui va avoir une expérience poussée dans une thématique sur laquelle vous souhaitez vous développer. On va être sur du 2 partenaires minimum, donc 2 pays, 2 lieux ou associés au programme Erasmus+, sur des projets qui durent entre 6 et 24 mois et des subventions qui sont fixes. Donc soit vous demandez 30 000 € pour réaliser votre projet, soit vous demandez 60 000 €. L'objectif à l'issue du projet, ce sera de faire en sorte de produire quelque chose, d'avoir en fait une tempête de cerveau qui va vous permettre de dire « Ok, très bien, ensemble, on s'est rendu compte qu'il y avait cette problématique-là sur des acteurs qui étaient similaires aux nôtres. On a trouvé des outils, on a trouvé des solutions, on a produit des outils, on va les partager au plus grand nombre. » Sur les partenariats de coopération, on est un petit peu sur la même thématique, mais de manière un peu plus poussée. Vous le voyez, les subventions vont de 120 000, 250 000 ou 400 000 € sur des projets qui sont un peu plus longs, entre 12 et 36 mois, et avec plus d'organisation dans les consortiums. Donc c'est au minimum 3 pays, avec éventuellement plus de pays ou plus d'organisations qui y sont représentées, ce qui est en général le cas, et avec la possibilité aussi d'inclure des partenariats qui ne sont pas dans l'Union européenne ou dans le programme Erasmus+, s'il y a une réelle plus-value et si en fait ce partenaire il apporte une expérience qui n'aurait pas forcément été présente en allant chercher des organisations européennes. Donc là, on est plus sur de la collecte de données, de l'étude, de la recherche, qui va permettre de produire des formations, des choses qui sont un peu plus poussées. En général, c'est un format qui est un peu plus compliqué quand vous avez peu d'expérience, donc je continue d'insister un petit peu sur la porte d'entrée, partenariat simplifié. Sur ces 2 volets-là, on vous conseille en général aussi de faire un petit peu attention en fait, à la diversité du consortium. Ne prenez pas trop d'organisations qui sont vraiment similaires, parce qu'en fait, sinon, elles n'auront pas forcément… Enfin, il faut se faire une gymnastique de cerveau en se disant quel est le meilleur consortium d'organisations pour répondre à la problématique que vous souhaitez solutionner. Donc faites attention un petit peu à ce volet-là.
Et ensuite, le dernier volet, ça va être manifestation, qui en général attire aussi beaucoup avec des subventions qui sont assez importantes. Donc, il y a 3 types de manifestations, les manifestations à 200 000, 300 000 et 450 000 euros. Je ne vais pas rentrer dans le détail en particulier. Et là, en fait, on est sur au moins 10 organisations participantes et on est sur vraiment des événements en fait à un peu échelle européenne en lien avec une thématique de l'Union européenne, donc qui sont quand même des projets vraiment d'ampleur un peu plus grande. Donc une olympiade d'une commune par exemple, en général c'est pas tout à fait le format vers lequel il faut se diriger parce qu'il y a assez peu de projets qui sont financés de ce côté-là. Voilà un petit peu. Ensuite, si on va un petit peu plus loin, donc dans les exemples, de manière à illustrer un petit peu de quelle manière des collectivités territoriales s'approprient ces financements du programme Erasmus Plus Sport, on a ciblé deux projets assez récents. Donc le département du Finistère qui a créé un projet qui s'appelle Aquality, dont l'objectif c'était de faire en sorte de développer l'inclusion dans les activités aquatiques, mais d'ailleurs plus largement, des personnes en situation de handicap. Donc, ils ont travaillé en fait sur l'inhibition dans l'eau et faire en sorte que par les activités aquatiques, on soit en capacité de mieux inclure. Donc, dans ces activités-là qui actuellement, à première vue, paraissent peu inclusives. Deuxième projet, ça va être le projet JO, donc Jeux Olympiques en direct, tout à fait en direct, qui a été développé par la communauté de communes des Coévrons. Donc, si vous ne situez pas, c'est pas très loin de Laval, Le Mans, tout ça. Donc, leur projet, c'était de la même manière sur l'inclusion. Ils se sont fait en fait le constat que chez eux, ils allaient avoir une politique sportive en lien avec les Jeux olympiques qui allait être de plus en plus présente, mais pour autant, ils n'étaient pas en capacité actuellement, en fait, tous leurs éducateurs sportifs n'étaient pas en capacité de proposer dans leurs accueils de loisirs, des choses comme ça, des activités qui étaient réellement inclusives. Donc là, ils sont allés voir, dans le cadre de leur comité de jumelage, différents pays qui avaient des problématiques qui étaient assez similaires, voire des bonnes pratiques aussi dans certains pays, dans certaines organisations. Et ils se sont rassemblés plusieurs fois pour échanger et se dire, OK, là, on a ce constat-là, nous, on a cette bonne pratique-là. De quelle manière, en fait, on fait en sorte de créer des outils, donc un petit book qu'on va mettre à disposition de nos différents professionnels et plus largement, en fait, qu'on va mettre à disposition publiquement pour faire en sorte que tout le monde, en fait, soit en capacité d'adapter les pratiques qu'ils ont pour faire en sorte d'être plus inclusifs. Donc voilà 2 exemples très concrets de collectivités. De la même manière que vous pourriez avoir un projet sur une thématique qui serait peut-être différente. Donc là, on est sur 2 projets à inclusion, mais vous, ça pourrait être quelque chose de différent et sur lesquels ils ont été financés. Donc le premier à hauteur de 120 000 €. Je n'ai pas mis le deuxième, mais alors je n'ai plus en tête le financement du deuxième, excusez-moi. Donc voilà un petit peu les 2 volets. Vous posiez des questions un peu plus concrètes aussi sur les appels à projets, donc c'est la slide suivante. Sur ce volet géré par la Commission européenne, donc les candidatures sont à déposer directement auprès de la Commission européenne. Le lien vous sera partagé dans les slides à la suite, mais il apparaît ici. Et on est sur un appel à projets annuel. Donc le prochain sera aux alentours de mars 2024 pour 10 projets qui commenceront en janvier 2025. Et de ce côté-là, je réinsiste sur le fait qu'à l'Agence française, on est point national d'information Erasmus Plus Sport et on peut vraiment vous accompagner sur le montage de vos dossiers, sur vous avez une idée de projet, vous avez une problématique chez vous, comment est-ce que en fait vous voulez vous diriger vers tel ou tel appel à projet. Et là, c'est quelque chose qu'on peut vraiment faire avec vous. Voir si vous avez envie auprès de vos clubs de démocratiser un petit peu le côté mobilité des personnels sportifs et que vous voulez que vos clubs le connaissent un petit peu mieux. On peut aussi faire des présentations, vous faire des présentations plus détaillées à vous sur les modalités de financement, etc. Voire directement en fait, faire des présentations auprès des clubs de votre commune ou de vos territoires, plus largement. Donc voilà un petit peu, j'ai fait le tour. Et dans le à retenir ou pour aller plus loin, donc la slide suivante, on vous a mis un certain nombre de ressources. Donc les différents appels à projets que j'ai présentés sont résumés en fait et détaillés dans les fiches de lecture. Donc vous pourrez garder le lien. Si vous voulez consulter des exemples donc, de porteurs de projets français qui ont mené des projets où ils répondent à des questions en fait, que vous pourriez avoir, vous avez des vidéos sur YouTube. C'est très très bien fait comme témoignage. Et donc consulter des exemples, il y a aussi un book en fait qui rassemble des exemples. On vous a remis les liens vers les 2 plateformes, donc avec la distinction Action Clé 1 Mobilité qui est sur la plateforme du coup entre guillemets française, mais qui est gérée par l'agence française, et la plateforme de dépôt pour les Actions Clés 2 partenariat qui est auprès de la Commission européenne, avec toujours votre point de contact en cas de besoin, en cas d'information, donc qui est cette adresse mail qui s'affiche à l'écran. Et je n'ai pas pris les questions au fur et à mesure, mais
Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Pour les questions, on verra un petit peu par la suite en fonction du temps restant. Merci beaucoup, Titouan. Je vais continuer autour des financements, ce qu'on appelle les fonds structurels et d'investissement européens. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas trop familiers, ça, c'est un bloc de financement européen sous forme de subvention. Donc, on est vraiment sur de la subvention. euh, qui sont gérés d'une manière un peu spécifique, à mi-chemin entre Bruxelles, la Commission européenne, et des partenaires sur le terrain, qu'on appelle les autorités de gestion, et qui sont très largement, très souvent les régions, mais pas seulement, aussi les services déconcentrés de l'État. On va y revenir. Mais le principe, c'est celui d'un partenariat où on se met d'accord initialement entre la Commission européenne et ses autorités, notamment les régions, en termes de priorité sur la façon dont on va utiliser ces fonds. Mais une fois qu'on s'est mis d'accord sur ces priorités, cette autorité de gestion, la région ou les services déconcentrés vont avoir une marge de manœuvre et c'est eux en fait qui ont la gestion de la distribution des fonds sur le terrain au plus proche des réalités. Mais c'est important parce que si on compare à Erasmus, Erasmus fondamentalement, dans vos projets, il y a une dimension européenne, transfrontalière, avec des partenaires qui sont ailleurs. Sur les fonds structurels, s'ils rentrent dans le cadre de priorités sur lesquelles la Commission et ses autorités se sont mis d'accord, il n'y a pas ensuite besoin de démontrer cet aspect européen en plus. Cet aspect, c'est parce que au départ, ça rentre dans des priorités qui sont celles de l'Europe. Voilà, donc ça c'est un point très important structurel. Slide suivante, s'il te plaît. En matière de sport, il y a quelques poches spécifiques qui vont vous intéresser. On a beaucoup de questions dans le chat sur le financement des infrastructures, j'allais dire plus en dur, vraiment des infrastructures et des équipements. Euh, Là, les fonds qui vont vous intéresser, c'est le FEDER et le FEADER, donc le Fonds européen de développement régional. Là, on peut toucher à de l'infrastructure, de l'équipement dur, mais attention, ça, c'est important à retenir, c'est pas n'importe quel équipement. C'est-à-dire que si vous avez bon, j'ai vu des exemples, un terrain de tennis, de padel, un terrain de foot qui commence à être un peu décati, qui nécessite une rénovation à l'identique, ça risque d'être insuffisant. Donc il va falloir démontrer quand même que ce projet, il répond à des objectifs européens et notamment à des objectifs de transition énergétique, efficacité énergétique. Donc par exemple, si on reprend l'exemple du stade, si ce stade, vous décidez au moment de la rénovation d'en profiter pour mettre des panneaux solaires sur les gradins, des choses comme ça, là on va pouvoir commencer à rentrer dans des choses qui sont finançables par le FEDER ou par le FEADER. Si on est dans une stratégie de développement économique du territoire, par exemple, vous allez pouvoir expliquer l'impact que ça va avoir sur le tourisme local, la capacité à faire venir des gens, etc. Là, encore une fois, on peut avoir un financement spécifique qui va pouvoir aller chercher du FEDER, du FEADER. Autre exemple, stratégie d'inclusion sociale. Si on est dans de la réhabilitation de quartiers urbains prioritaires, là, l'équipement social va pouvoir s'insérer dans cette démarche-là. Voilà. Comme je vous ai dit, cette gestion du FEDER, c'est auprès des conseils régionaux. Donc, chacun d'entre vous, vous venez de partout en France. Euh, la première chose à faire, c'est d'aller creuser un petit peu dans ce qu'on appelle les programmes opérationnels des régions pour voir un peu s'il y a effectivement des priorités dans lesquelles vous pouvez vous insérer. Mais encore une fois, dans la mesure où vous rentrez par exemple dans le volet transition énergétique, c'est un peu la difficulté du sport. C'est que vous n'allez pas avoir, ou très rarement, des poches sport qui sont clairement exprimées dans les programmes opérationnels, mais il va falloir démontrer, je vous ai donné trois exemples de narratifs si vous voulez, comment votre infrastructure, elle s'insère dans cet objectif. Voilà. Et une fois que vous avez fait un peu ce travail, vous surveillez les appels à projets plus spécifiques. On reviendra par la suite aussi sur comment vous pouvez faire pour suivre un peu ces appels à projets. Le FEADER, la logique est la même, mais le FEADER, c'est vraiment en région rurale. C'est le Fonds européen agricole pour le développement rural. Encore une fois, on peut trouver évidemment des financements d'infrastructures sportives qui contribuent au développement local des territoires ruraux, qui permettent de transformer les zones rurales plus en lieu de vie et de travail plus attrayant pour les jeunes. Donc encore une fois, un narratif autour de votre infrastructure à travailler autour de ce développement territorial rural. Alors ici, il y a un dispositif qui s'appelle le dispositif LEADER, liaison entre action de développement de l'économie rurale, qui peut vous accompagner aussi dans ces démarches
Et dans certains cas, vous avez même des groupes d'action locales près de chez vous qui peuvent vraiment vous accompagner. Pour la gestion des fonds FEADER en tant que tel, on est encore sur de la gestion conseil régional, en tout cas pour cette partie-là du FEADER qui vous intéresse. Deux exemples de projets que je voulais mentionner rapidement. Le premier, on est plutôt sur une logique FEDER, c'était un parc urbain autour d'églises urbaines, skates, etc., dans un quartier en revitalisation à Alès. Donc là, on est vraiment dans une logique FEDER. À droite, on avait une base de loisirs à Saint-Évroult qui typiquement avait pour objectif aussi de pouvoir, dans une logique de développement territorial, de développement économique, contribuer au tourisme local et à la revitalisation. Ensuite, si on quitte là le domaine j'allais dire des investissements en dur, un autre bloc intéressant pour le sport, c'est le FSE+, donc le Fonds social européen, où là, il y a des fonds à aller chercher pour des projets d'insertion sociale par le sport et de formation professionnelle de vos personnels sportifs. Donc, on peut typiquement trouver du financement pour des projets vraiment d'inclusion qui utilisent ce sport pour l'insertion de publics en difficulté. Ça peut être de l'insertion professionnelle, de la lutte contre le décrochage scolaire. On peut avoir évidemment des éléments handisport autour de ces problématiques. Et deuxième point, on peut avoir au titre là du volet formation professionnelle du FSE, du financement de la formation des éducateurs et des animateurs sportifs en tant que tels, et notamment, encore une fois, si vous pouvez démontrer que ce sont des personnels qui vont ensuite s'inscrire dans des dispositifs, typiquement avec des jeunes qui ont des besoins spécifiques, etc. Alors là, en termes d'interlocuteurs, pour la partie vraiment inclusion, emploi-inclusion, c'est l'État. Alors, c'est pas l'État, c'est pas Paris, ce sont les services déconcentrés, donc les DRETS, qui vont typiquement gérer les appels à projets autour de ces projets-là. Et puis, pour le volet plutôt formation professionnelle, là, encore une fois, on retombe sur les conseils régionaux. Encore une fois, deux exemples rapides de financement possible au titre du FSE. L'association Rebond, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais enfin l'idée là, c'est vraiment d'accompagner des jeunes en marge, en difficulté sociale, en rupture scolaire, autour du rugby et de faciliter leur réinsertion par la pratique de ce sport. Deuxième exemple, c'était le financement du brevet BAPAT, que vous connaissez sans doute pour votre personnel sportif. Là encore, dans certains cas, il peut y avoir des financements qui sont prévus en tant que tel de l'accès à ces brevets. Encore une fois, s'il y a une logique aussi derrière d'inclusion, etc., au titre du FSE+. Ce que je voulais vous dire rapidement sur les fonds structurels, peut-être en synthèse sur tout ce qu'on a pu entendre des différents intervenants. Erasmus+, vraiment, ayez-le en tête si ce que vous avez en tête, c'est de la mobilité du personnel sportif ou alors des partenariats ou des événements qui impliquent un peu des choses que vous voulez creuser dans d'autres pays européens. FEADER plutôt pour une logique investissement physique, mais encore une fois dans le cadre d'une stratégie quand même assez claire de développement territorial ou de réponse à un enjeu climatique. Le FSE+, à garder en tête plutôt pour des projets de formation d'éducateurs, animateurs sportifs ou vraiment du projet d'insertion par le sport. Et bien sûr, sans oublier tout ce qu'Olivier a mentionné dans la première partie, notamment la base de données et tout ce travail autour de Share pour s'inspirer, pour partager. Voilà, à ce stade, pour plus d'informations, on a un petit peu de décalage dans les slides. Je suis désolé, tout le long, on a eu un décalage, mais je crois que notre connexion est un peu faiblarde ici. Je répète pas, mais au moins vous aurez ensuite, quand vous aurez les slides, les liens pour chacun des points qu'on a évoqués. Et j'aimerais à ce stade
profiter de la présence de Céline en ligne pour vous dire quelques mots sur Aide Territoire, hein, qui est une plateforme vraiment destinée aux collectivités locales pour les aider dans leur recherche de financement. Et ça vaut évidemment pour le sport. Donc Céline, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Merci beaucoup, Pierre. Merci pour l'organisation et de nous avoir invités à intervenir dans le cadre de ce webinaire. Et merci à Titouan et Olivier pour leur présentation très éclairante. Donc moi, je suis Céline Roland, je suis chargée de déploiement pour la plateforme Aide Territoire. Donc c'est un service public en ligne qui centralise l'ensemble des aides en ingénierie et des subventions à destination des collectivités et de leurs partenaires. Et bien sûr, les aides européennes sont bien référencées sur la plateforme et on a également un panel d'aides nationales et locales dédié également au sport. Donc vous le verrez dans le moteur de recherche, je ne sais pas, je pense que j'aurai peut-être 2 minutes pour présenter rapidement le moteur de recherche avec de la plateforme. Vous avez une sous-thématique sport et loisirs qui vous permettra de filtrer sur toutes les aides concernant cette thématique. Donc sur Aide Territoire, vous retrouverez les aides européennes dédiées au sport, Erasmus+, Leader, mais également les porteurs, d'autres porteurs d'aide comme la Fédération française de rugby, de tennis, de basketball. On a aussi la Fédération française de golf. Enfin, voilà, on a pas mal d'autres dispositifs. L'Agence nationale du sport aussi valorise ces dispositifs. Donc sur Aide Territoire, vous aurez également accès à un certain nombre d'autres fonctionnalités, notamment donc le moteur de recherche territorialisé que je mentionnais tout à l'heure, la possibilité d'avoir accès à un compte utilisateur collaboratif pour renseigner vos projets et y sauvegarder des aides que vous aurez trouvées sur Aide Territoire. Et ensuite, vous pourrez également inviter vos collaborateurs à collaborer en fait sur cette recherche d'aide et les inviter à compléter les différents plans de financement que vous aurez inscrits dans la plateforme. Vous aurez également la possibilité de vous paramétrer des alertes. Donc, si vous souhaitez être informé de la publication de nouveaux appels à projets concernant le volet sport, n'hésitez pas également à vous paramétrer une alerte sur cette thématique-là. Voilà, quand les différents appels à projets Erasmus+ seront ouverts, vous serez automatiquement notifié. Et on a mis également en place une base de projets publics en cours. Donc, c'est-à-dire, c'est des collectivités comme vous qui réalisent des projets et qui décident de rendre publiques les aides qu'elles ont sélectionnées sur Aide Territoire. Donc, vous pouvez bien sûr vous inspirer des projets en question et des aides sélectionnées, mais aussi leur proposer des aides si vous avez eu un projet similaire et que vous aviez obtenu telle ou telle subvention. Donc, l'idée, c'est vraiment de favoriser l'entraide entre les pairs et de pouvoir voilà, s'inspirer ensemble. Et on a également mis en place une base de projets déjà subventionnés. Donc sur Aide Territoire, on recense tous les projets qui ont été subventionnés par de la DETR et des CIL depuis 7 ans. Donc je sais qu'il y a des projets sportifs qui peuvent avoir des dotations de ce type. Et donc si vous cherchez un projet spécifique, vous allez voir si un projet similaire a été fait à 30 km autour de vous. Et donc, ça peut être intéressant de contacter les collectivités qui ont ce projet pour demander le plan de financement détaillé, puisque pour l'instant, nous, on ne collecte la donnée que pour la DETR et la DSIL. Donc, à chaque fois, c'est jamais 100% du projet. Donc, ça peut être intéressant de se renseigner sur le reste. Pierre, est-ce que j'ai la possibilité de montrer rapidement Aide Territoire avec le moteur de recherche et la création de compte? Ou est-ce qu'on est trop juste? Ça risque d'être un peu juste vu qu'on est arrivé Ok, au bout de l'heure. d'accord. Mais j'invite Bon, bah, c'est effectivement tout. tous les participants à aller voir la plateforme et à prendre. Bon, c'est très bien fait, donc c'est normalement assez clair Intuitif. de soi-même, assez intuitif. Ouais. Mais écoutez, je vous mets le lien dans le chat et je vais également mettre le lien vers notre démonstration bimensuelle. On organise des démos, donc si vous êtes intéressé davantage, n'hésitez pas à vous y inscrire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Céline. Euh, on arrive au bout. Alors, sur les questions, on en a reçu beaucoup et beaucoup qui sont intéressantes. Donc, je pense qu'on va pas essayer de faire du Nissa en répondant un peu aléatoirement à deux ou trois de ces questions. On va plutôt faire ce que je vous avais dit au début, à savoir, on envoie à tous les participants à ce séminaire le PowerPoint
le lien vers un replay ou le replay directement, et puis des réponses aux questions que vous avez soumises par chat. Donc on fera ça par suivi. Et j'en profite simplement pour rappeler que, encore une fois, l'Europe des communes, c'est un cycle régulier de webinaires qui vraiment partent de compétences spécifiques. Le prochain qu'on vous propose déjà programmé, c'est le 25 avril, autour de l'idée de travailler en réseau. Comment le fait de travailler en réseau avec d'autres communes au niveau européen peut vous aider. Alors là, pas spécifiquement sur le sport, mais vous pouvez en parler à vos collègues aussi, à la mairie ou autres qui travaillent sur d'autres compétences. On regardera notamment ce qui se fait autour d'Urbact, Belk. Enfin, on rentrera plus dans les détails autour de ces notions. Et puis, on a d'autres sujets en cours de programmation autour de notamment la qualité de l'air, la commande publique, gestion des déchets, mobilité électrique. Donc, n'hésitez pas à rester au contact. Voilà, c'est tout à ce stade. Merci beaucoup Olivier, Arthur, Titouan, Céline et bien sûr tous les participants pour votre attention et bonne fin d'après-midi. Merci. Merci à Bon tous. après-midi. Bon après-midi.